Bonjour, me revoilà avec deux autres histoires que je trouve assez intéressantes et qui mettent en scène, bien sûr, des femmes au premier plan. La première raconte une histoire qui est extraite de la Bible, du livre des juges, qui est un livre de l'Ancien Testament qui est au fond assez rarement commenté, peut-être parce que il y est fait tas de faits historiques plutôt que de digressions sur la doctrine juive. Et dans ce livre des juges, donc au chapitre 5, au verset 16, on raconte l'histoire de Jaël et Sisera. Alors, de qui s'agit-il? Il faut comprendre que le peuple d'Israël, à l'époque, était sous la coupe des Cananéens, et en particulier sous celle d'un certain Jabin, roi d'Azor, avec un H suivi de A-Z-O-R, et ce roi Jabin était particulièrement puissant parce qu'il disposait de très nombreux chars de combat. On peut imaginer que dans des conflits récents et même dans la même région du monde, les chars de combat jouent un rôle prépondérant aussi. Et donc, le peuple d'Israël ployait sous le joug de Jabin. Mais il y avait une prophétesse, le fait quand même assez rare, du nom de Déborah. Et cette prophétesse Déborah était, semble-t-il, la seule qui entrevoyait la possibilité pour le peuple d'Israël de se libérer du joug des Cananéens. Aussi va-t-elle trouver un chef de guerre juif du nom de Barak, et elle lui prophétise la victoire s'il lève une armée contre Jabin. Et le prestige de Déborah va décider donc Barak à se lancer dans cette guerre, et il va défaire le général Sisera, qui était donc le meilleur homme du roi Jabin. Mais au cours des combats, le roi Sisera parvient à se sauver à pied, et voyant une tente qui appartient manifestement à des Juifs, il pense qu'il peut se baser sur la proximité relative où il était auprès des Juifs, que celui qui les commandait. Curieuse conception en vérité, hein? Et donc il demande l'hospitalité à l'une des tentes. Et c'est Jaël, une femme mariée à un Kénite, Haber le Kénite, Haber avec un H également, qui vient l'accueillir, et Haber le Kénite, plutôt Jaël, sa femme, le prie d'entrée, fort poliment, et elle lui dit, je vais vous donner du lait pour vous restaurer, et elle lui donne du lait, et elle lui dit ensuite, vous voudrez peut-être vous reposer, vous avez combattu toute la journée, étendez-vous, elle lui donne une couverture, et Sisera s'allonge, et est bientôt gagné par le sommeil. Ce que voyant, la madame Jaël va sortir du sable un des piquets de sa tente, se saisit d'un marteau
et enfonce ce clou improvisé à grands coups de marteau dans la tempe de Sisera, qui est littéralement cloué au sol de cette façon-là. Et elle attend de pied ferme Barak, qui vient à sa rencontre à un moment donné, et elle lui montre le spectacle de Sisera, mort, cloué au sol comme un insecte. Et Déborah, qui comprend quand même que Jaël a violé une loi de l'hospitalité, qui est une chose qui était assez sacrée dans le peuple d'Israël, quelle que fût la personne qui demande cette hospitalité, va improviser un chant tout à la gloire de Jaël, et non pas pour la critiquer de cette violation. Et voilà donc une étrange histoire de l'Ancien Testament, mais qui a été représentée par nombre de peintres dans le passé, qui tous ont été extrêmement impressionnés par un geste d'une telle violence. Et à mesure que j'ai parlé, vous aurez sûrement vu défiler au-dessus de ma tête l'une ou l'autre image de ce peu ragoûtant spectacle, mais où on voit une Jaël décidée, comme pas une, à se débarrasser de ce sinistre général Sisera. Il y en a qui me surprennent ou me plaisent plus que d'autres, particulièrement celle de Jacopo Amigoni, qui était un peintre rococo, donc du XVIIIe siècle, de la deuxième moitié, on dirait plutôt du XVIIIe siècle, et qui, j'ai assisté une fois, ou j'ai visité une fois une exposition à Rome consacrée à Jacopo Amigoni. Le tableau n'y figurait pas. Ce qu'on voyait, au contraire, c'était des scènes mythologiques ou des portraits de famille de la bonne société. Ou encore, Jacopo Amigoni a fait plusieurs fois le portrait du fameux eunuque Farinella. Ceux qui aiment le cinéma et la musique se souviennent peut-être du film du réalisateur belge Farinella. Et Farinella était donc extrêmement populaire à l'époque. Et semble-t-il, il a fait faire son portrait par plusieurs peintres. J'en ai vu de plusieurs auteurs, tous aussi célèbres d'ailleurs que Jacopo Amigoni. Et donc, on est un petit peu surpris de voir que ce cher Jacopo Amigoni est tenu à représenter l'épisode de Jaël et Sisera. Il y en a bien d'autres, j'ai finalement récupéré une quarantaine de scènes de ce genre, mais dont je ne vous montrerai que quelques-unes, dont je ne vous aurai montré que quelques-unes. Voilà. Ceci termine la première histoire que je voulais vous raconter. On ne peut qu'être surpris par la détermination de Jaël, qui ressemble à celle de Judith et Holoferne, hein, qui est une autre histoire qui a inspiré les peintres, et notamment des peintres féminins, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas si vous savez qu'il y a eu un peintre qui, très fortement impressionné par Caravage, hein, s'appelait Orazio Gentileschi. Et il a peint des sujets avec le chiaroscuro typique de Caravaggio, et qu'il a également enseigné à sa fille, Artemisia Gentileschi, qui était un peintre qui a eu beaucoup de difficultés, parfois même
elle avait des difficultés à se faire payer parce qu'elle était femme et tout ça. Les chanoines lui commandaient un projet qu'elle dessinait, puis il lui volait carrément le projet pour le confier ensuite à un peintre masculin, etc. Donc elle a été victime de beaucoup de discrimination. Et Artemisia Gentiles, qui a peint une célèbre Judith et Holoferne, et aussi, naturellement, une Jaël et Sisera. Donc, est-ce qu'elle a cru se venger en abordant ces sujets sanglants? Qui peut le dire? Bien, ceci donc met un terme à la première histoire, et on va maintenant aborder la seconde. La seconde histoire est moins sanglante, certes, mais elle est étrange quand même, et concerne le fameux Alexandre le Grand, le roi de Macédoine, qui a conquis le monde dans un des empires, certainement le plus grand de l'Antiquité. Et on sait beaucoup de choses du roi Alexandre, on connaît même le nom de son cheval, Bucéphale, d'une de ses amours, Roxane. Eh bien, sachez qu'il avait une autre maîtresse, mais d'une beauté incomparable et qui s'appelait Campaspe, tout simplement. C-A-M-P-A-S-P-E, Campaspe. Et elle était si belle qu'il avait décidé de s'adresser au meilleur peintre de la Grèce antique, qui se nommait Apelle ou Apelles, je ne saurais trop préciser la prononciation de ce nom. Il est parfois écrit avec E2L comme hirondelle sans S, donc je vais l'appeler Appel pour la simplicité, mais Apelles sonne plus grec, un peu comme Périclès. C'est à chacun de décider comment on veut l'appeler. Et ça dépend aussi de la langue des sources que j'ai pu consulter. Donc, Alexandre le Grand est amoureux de Campaspe et il veut faire son portrait, il veut faire son portrait et il s'adresse au meilleur peintre qui est Apelle. Et Apelle s'incline et assure sa majesté qu'il mettra tout son talent au service de ce projet et il commence les séances de pose avec Campaspe qui pose nu, n'est-ce pas? Et elle est effectivement très belle. Et Apelle veut tellement faire le meilleur portrait qu'il a jamais fait que il ne peut se satisfaire d'une connaissance superficielle de Campaspe. Donc, il l'étudie sous tous les angles, lui parle, tant et si bien que une relation amoureuse s'installe entre les deux, entre Campaspe et le peintre Apelle. Et le temps que dure le travail de réalisation du portrait, Apelle n'en a cure, et même ça lui fait peindre encore mieux la belle Campaspe, et en fin de compte, le portrait fini est une splendeur, une merveille. Sachez, avant que je continue, que Apelle a existé. Évidemment, on n'a pas récupéré d'œuvres de ce peintre-là, parce que les peintures grecques n'ont en général pas résisté au temps, mais on sait que un des sujets qu'il avait affectionné de peindre, à part le portrait de Campaspe, était
une allégorie de la calomnie. Et il existe une peinture de Botticelli, de Sandro Botticelli, du XVe siècle alors lui, qui est aussi une allégorie de la calomnie. Alors, est-ce que Botticelli a eu accès à, je ne sais pas moi, un fragment de poterie qui aurait retenu une copie d'un sujet d'appel, peut-être, et qu'il y aurait ainsi une filiation comme ça de Botticelli jusqu'à Appel. Mais revenons à nos moutons. Alexandre le Grand revient voir l'atelier d'Appel parce que il veut prendre livraison du tableau. Et quand Appel enlève le drap sur le tableau, il se rend compte que il y a une magie telle dans ce portrait qu'il comprend tout de suite qu'Ampaspe et Appel sont tombés amoureux l'un de l'autre. Elle, pour ce qu'elle exprime, et Appel par comment dirais-je, l'exaltation de son talent à peindre cette belle femme. Et on pourrait s'attendre alors à tous les châtiments les plus barbares. Et voilà que Alexandre le Grand est ému par un sentiment que lui, peut-être, n'avait pas éprouvé de la même façon. Et évidemment, c'est une expression un petit peu malvenue de nos jours, mais il donne quand Aspect appelle et il s'en va. Donc il lui laisse le tableau et le modèle. Alors c'est une histoire étrange aussi, très peu typique de l'Antiquité, où on s'attendrait à ce que le roi fasse empaler le peintre ou Dieu sait quelle autre chose barbare. Voilà, j'avais tenu à vous raconter ces deux histoires parce qu'elles ont été abondamment représentées, elles aussi, et vous l'aurez constaté pendant qu'a duré mon petit entretien avec vous. D'ici le prochain, je vous souhaite de vivre bien à l'abri du malheur et de fêter Noël dans la joie et la bonne humeur. Je vous remercie.